Bonjour, je m'appelle Ivano Ghirardini, j'ai 65 ans passés, je suis senior donc, à la retraite. J'ai été guide toute ma vie et j'ai fait quelques premières. J'aimerais revenir sur cette expérience difficile, douloureuse, magnifique par certains aspects, extraordinaire par d'autres, que j'ai vécu. Nous sommes en 2018, il y a 40 ans, j'étais le premier alpiniste au monde à gravir en solitaire et en hiver les trois plus célèbres faces nord des Alpes, la face nord du Cervin, la face nord des Grandes Jorasses et la face nord de l'Egueur. Il faut se replacer dans le contexte. Nous sommes à la fin des années 70. C'est l'hiver 77-78. Un hiver qui a été très enneigé à la fin. Personne n'avait encore gravi ces trois faces nord en solitaire. Il y avait Tarbelé qui avait fait l'Egueur, il y avait Gogna qui avait fait les Grandes Jorasses en solo, mais personne n'avait fait les trois en solitaire. Personne n'avait gravi ces trois faces nord en hivernal. Et je parle en cordée là. Des Maisons avaient fait les Grandes Jorasses, Bonatti avait fait le Cervin, les Grandes Jorasses, et il leur manquait l'Egueur en hivernal. Donc, et le matériel que nous utilisions à la fin des années 70 était pratiquement le même que celui d'un Bonatti ou des Maisons. Très peu, à part le purée traction qui avait commencé à apparaître, qui facilitait les passages de glace, c'était à peu près le même matériel. Des chaussures en cuir, des crampons qui n'étaient pas rigides, des sacs à dos qu'il fallait porter, lourds, voilà, parce qu'on faisait des marches d'approche, du début jusqu'à la fin, la redescente. L'ascension, c'était un élément parmi tant d'autres dans ces paramètres pour y aller en hiver et tout seul. Il fallait penser à y aller, à gravir la paroi et à en revenir. Ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'en 1971, lors du drame qui est arrivé à Des Maisons et Gousseau, j'ai entendu des voix. Au même moment où il y avait ce drame dans la cordée, j'ai entendu des voix. J'étais au lycée à Marseille. Je ne connaissais rien à la montagne, je n'avais jamais fait. Et ces voix m'ont dit: tu vas être guide. Bon, à l'époque, je ne savais rien sur la schizophrénie. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Je le sais maintenant parce que ça fait des années que je suis suivi par un excellent psychiatre assistant. Je lui dis merci parce qu'il m'a beaucoup aidé, il m'a donné des très bons éclairages. Mais bon, à l'époque, je ne connaissais rien, donc j'entends ces voix, ils m'ont dit: tu vas être guide. Et j'avais jamais fait de montagne. Et comme ces démarches dans l'invisible sont connectées sur des espèces de canaux spéciaux, le week-end d'après, des grimpeurs marseillais me disent: tiens, on va grimper dans les Calanques. Comme tu es là ce week-end, tu restes à Marseille. Si tu veux, tu viens avec nous. Et voilà, je me suis retrouvé à aller grimper dans les Calanques. Et ça a été une découverte. Et dans le passage le plus difficile, les deux grimpeurs marseillais n'y arrivaient pas. Ils me disent: ben Ivano, si tu veux, essaye. T'as pas d'expérience, mais bon, peut-être que tu peux passer. Et je passe. Sur ma surprise, je passe. C'était pas si difficile que ça, un 5+, je crois, à l'époque. Ça s'appelait la momie. Et c'était le passage de la momie pour rejoindre la partie terminale. C'est assez spectaculaire, c'est vrai qu'on se balance dans le vide en plein surplomb. Bon, et je le passe. Et donc, ben, je me suis dit: tiens, je suis peut-être doué pour l'escalade. Effectivement, ces voix qui me racontent que je vais être guide ne disent peut-être pas que des conneries. Et voilà, donc je suis allé grimper un peu tous les week-ends après, parfois tout seul. J'ai essayé des trucs en solo, pas possible. Quand j'y repense, je me dis: mais j'étais vraiment un peu allumé parce que vu le niveau de difficulté, je me lançais dans des trucs ED alors que je démarrais juste en escalade et en solo. Mais c'était de l'artificiel, on utilisait encore les pitons, les étriers. Voilà. Bon. Et donc l'été, je me dis: tiens, je vais aller avec un copain, on va aller dans les préalpes de Digne, derrière Prats, faire les trois évêchés, l'Estro, faire une rando. Et là, c'est la découverte. Je ne me suis jamais senti aussi bien. C'était extraordinaire. Et je fais les sommets en solo, parce que mon copain,
hésité et tout. Je dis, bah écoute, on bivouaquait, on était au col de Vaudreuil, et je fais donc l'Estro, les Trois Évêchés, tout ça, en solo. Puis après, je dis, bah viens, bouge-toi, Claude, je t'amène. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir cette passion pour la montagne. C'est allé très vite, nous sommes 71. 72, c'est l'année du bac, mais toujours pareil, je continue à grimper dans les calanques, à faire des solos, à manquer me casser le cou plusieurs fois. Bon, et puis je me dis, il faut que je sois guide, donc je commence à me renseigner pour passer l'examen d'aspirant guide. Sauf qu'il faut d'abord passer l'armée, etc. Bon, et puis comme à l'école j'étais un élève assez doué, jusqu'à ce que j'entende ces voix, parce que c'est quelque chose de bizarre dans la schizophrénie, c'est que tout à coup quand vous entendez les voix, ça vous déconnecte de la réalité, donc j'arrivais plus à suivre les cours. J'étais en roue libre, j'ai le bac avec mention, mais en roue libre, sans avoir travaillé vraiment à la fin. Et je vais en maths sup, mais c'est pareil, en roue libre, sans travailler. Et en 73, je décroche complètement. Mais ce qui était intéressant, c'est que très vite, je fais des progrès spectaculaires en escalade. J'ai la chance d'avoir, près d'où habitent mes parents, un quart d'heure de marche, un magnifique rocher d'escalade, le rocher de Château-Arnoux-Saint-Auban, que j'équipe. À l'époque, il est vierge. Personne n'y avait. Il y a eu quelques petits grimpeurs qui ont fait quelques tentatives, mais il n'y a pas de piton, il n'y a rien, rien n'est équipé, toutes les voies sont à découvrir. Et bien, donc comme ça, je commence, je fais un solo, j'ai des équipes, je mets des bouts de ferraille, hein, parce qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de moyens, et donc je me fais mon école d'escalade perso. Et je me lance dans des voies de plus en plus difficiles. Et toujours en solo, comme il n'y a personne d'autre qui grimpe. Et là, les progrès sont extraordinaires. Avec le recul, je me rends compte que j'ai appris énormément sur cette petite école d'escalade. 73, l'armée est en réforme. Je suis sélectionné pour faire les officiers de réserve, mais je dis non, non, je veux pas, je veux faire les secours en montagne, je veux être guide. Donc on m'envoie dans la gendarmerie, et là, très vite, ils se rendent compte que je suis schizo. Moi, je ne m'en rends pas compte. Le problème d'un schizo, c'est que tout le monde le voit autour qu'il y a un problème, mais sauf le schizo qui, lui, ne s'en rend pas compte. Il vit dans son monde. Donc l'armée me convoque et me dit on ne peut pas vous garder, il y a quelque chose qui ne va pas avec vous, vous êtes très bien noté, mais ça ne va pas. Donc on m'envoie voir un psychiatre, le psychiatre voit de suite aussi le problème, mais ne me dit rien. Il m'a dit on vous réforme P4 là, et on ne veut plus de vous dans l'armée, débrouillez-vous, mais nous on ne vous veut plus. Donc voilà, au bout de quelques semaines de service militaire, je suis renvoyé chez moi et tout content, je me prépare pour le concours d'aspirant guide, qui a lieu en 74. Je voulais le passer en 73, mais j'étais trop jeune, il n'y a pas assez d'expérience. Donc en 73, je me lance en pleine première. J'en ai ouvert 3 belles premières à la Pierre-André. La plus belle, c'est la directissime face nord, avec Petit Pierre, Pierre Guiraud. Magnifique voie, avec un bivouac au milieu. Splendide. Si vous voyez l'aiguille Pierre-André face nord, s'il y a une fissure qui raye la paroi au milieu, la voie est superbe. Vous avez sur la droite la voie qui passe par la cheminée, qui ne va pas directement au sommet, et après il faut prendre la voie normale pour le sommet. Sur la gauche, vous avez une arête, l'arête nord-est, mais là, la directissime, elle est splendide, elle est tout droit au milieu, elle est très très belle. Et puis la voie du pendu, là où il y a des problèmes, parce que je suis resté coincé dans les cordes en pleine tempête, et c'est vraiment très dur là. C'est le grand surplomb rouge entre Le Prince-Ringuet et la sud-sud-est. Et puis une directissime en face sud. Et d'autres voies. Et puis je me dis, tiens, j'ai envie de faire les aiguilles de Chambéron, face nord, en plein hiver et tout seul. Déjà, la passion commence. Donc j'y pars en plein hiver, mais c'est là où je me rends compte que les accès en raquette, dans ces massifs comme la Haute-Ubaye, avec beaucoup de neige, c'est pas simple. Donc je fais une tentative, j'échoue, une deuxième tentative, j'échoue encore, trop de neige, et puis finalement la troisième fois ça passe. Donc je réussis cette directe face nord de l'aiguille de Chambéron, magnifique, 3004, pas un gros sommet, mais la paroi fait 500 mètres et c'est très très beau. Et donc voilà, l'expérience s'accumule, et je présente l'aspirant guide en 74. Et je réussis du premier coup. Et j'ai même la meilleure note de rocher, parce que le fait de m'être entraîné tout seul, d'avoir travaillé l'équilibre, on m'appelle le chat, la fusée volante. Bon voilà, je suis doué pour ça, pour ces exercices d'équilibre.
C'était intéressant ce stage d'aspirant guide. J'avais pas assez d'expérience. J'avais fait des belles premières, mais j'avais pas assez d'expérience. Euh, Ça s'est vu, les profs l'ont vu. Mais bon, ils m'ont donné le diplôme d'aspirant guide, même si ça a été un peu limite à la fin, en se disant la schizo ressortait, il est un peu caractériel. Mais bon, l'intérêt des guides, c'est que la schizo, je ne suis pas le seul. J'ai connu après d'autres personnes qui étaient schizo aussi, dans le métier de guide. Et c'est un facteur de survie. Ça va très bien, on est très en sécurité avec la schizo en montagne. Dans tous les éléments d'ailleurs extrêmes, que ce soit la voile, que ce soit la haute montagne, le désert, toutes les situations extrêmes, la schizophrénie est un facteur de survie, je m'en suis rendu compte après. Donc, 74, j'ai l'aspirant guide. Et à ce moment-là, il me vient cette idée complètement folle de faire le linceul en hiver et en solo. Il faut vous replacer dans le contexte. On est en 74, le linceul, c'est un monument. Presque personne ne l'a gravi. Il y a 3 ou 4 cordées seulement qui sont passées et qui ont mis beaucoup de temps. C'est le début du piolet traction, surtout par Simon, les établissements Simon, qui commencent à développer la technique avec Walter Sequinel, mais bon, c'est que les débuts, hein, c'est pas... le marteau piolet, il n'est pas terrible à l'époque. Hein. Il tient quand il veut bien tenir, surtout dans les glaces d'hiver très dures. Donc, bon, et ça me... Je sais que je vais faire ce linceul. Je sais que je vais le faire, et je pars, donc en plein hiver, tout seul. Et au bout de 4 jours de paroi, parce que les goulottes du bas et tout, en plus je voulais même pas faire le linceul, je voulais faire la directissime des maisons. Là où les voix m'avaient dit, tu vas être guide, donc je me retrouvais dans cette paroi, j'ai commencé par la directissime des maisons Gousseau, qui est très dur au départ, mais enfin bon, ça c'est pas non plus extrême. Et après j'ai rejoint la goulotte, et comme il faut faire 3 fois les longueurs, ça prend du temps, donc 4 jours j'étais sorti de la goulotte. Et là, le petit joint d'étanchéité du réchaud, j'avais un putagas à l'époque, il y avait un petit joint de caoutchouc là, et il reste collé à cause du gel. Et quand je jette la cartouche, j'ai pas fait attention que le joint était dessus. Et donc quand je remonte la suivante, impossible de faire le... Et puis je sais pas ce qui m'a pris, j'ai dit bon bah j'en ai marre, allez, j'ai pas besoin de réchaud, j'ai plus rien, allez, je me dépouille de tout et je fais le sommet comme ça. Je me débarrasse de tout, je garde juste un bout de corde et je vais au sommet, après tout là. Il n'y avait plus que la pente terminale qui n'était pas très raide, 65 degrés, qui semblait en bonne condition. Je dis, allez, je me fais le sommet en solo. Donc je passe la nuit, je me mange des boules de neige, là, des glaçons. Le matin, je traverse, je fais une traversée, je rejoins une arête et je suis dans la partie terminale, avec un sac beaucoup plus léger, j'ai presque tout laissé. Juste, j'ai pris une toile de tente et un sursac. Et un peu de nourriture, et voilà, et un bout de corde et quelques pitons, quelques broches à glace au cas où. Et j'arrive le soir sur l'arête des hirondelles. J'ai fini, j'ai gravé le linceul en 5 jours. Et là, de nouveau, bivouac, je mange des boules de neige et tout, et je pars vers le sommet le lendemain. Sauf que la déshydratation, au bout de 5 jours, ça faut voir que ça fait déjà 7 jours que je suis parti, parce qu'il y a eu la marche d'approche. J'ai bivouaqué une fois au pied des Grandes Jorasses. Ça fait déjà 7 jours que je suis parti, 7 jours que je suis par des températures de moins 20 ou je sais pas combien, pas très bien équipé en fait, je m'aperçois avec le recul, et que ça fait 2 jours que je mange des boules de neige, et que je suce des glaçons, donc la déshydratation est là. Et je commence à m'apercevoir que je suis vraiment au bout. Je me dis mince, j'ai complètement surévalué mes possibilités. Et j'avais que 22 ans, j'étais jeune, donc c'était... Donc j'arrive vers le sommet, et là l'hélicoptère arrive. Donc je dis mince, je me rends compte que je suis pas bien, je fais les signaux de secours, vous savez, vous levez les bras en V comme ça, là, et vous attendez que l'hélicoptère s'arrête. Sauf quand je vois arriver l'hélicoptère, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis dit là où je suis, ils vont pas pouvoir me récupérer, le sommet est à 50 mètres, même pas, j'y vais vite, c'est plat, le sommet c'est une espèce d'arrondi, un peu un dôme, le sommet de la Walker, pour ceux qui connaissent. Donc j'y vais vite, et là ils pourront poser des patins et me récupérer. Je file vers le sommet en courant. Là les pilotes de l'hélicoptère se disent mais il est en pleine forme, donc ils ne tiennent pas compte de mes signaux de secours et ils s'en vont. J'attends un peu, je me dis ils vont peut-être revenir, non rien, donc je commence à descendre côté italien. Et là je vois le mauvais temps qui arrive, c'est une muraille de nuages sur l'ouest qui commence à avancer, c'est un rouleau compresseur. Je me dis, merde, il y a la tempête qui arrive, il faut vite que je descende.
Donc je commence, j'arrive au niveau des rochers du reposoir, et là je fais une petite erreur d'itinéraire, je descends un peu trop bas. Et quand je veux remonter, je m'aperçois que je suis au bout. Là, je me dis, ça y est, j'ai plus de force. Déshydraté, j'essaye de remanger des boules de neige pour me réhydrater, mais je suis au bout. Et là, l'hélicoptère revient. Il repasse, il passe sur moi. Je sors vite ma toile de tente qui est rouge, je lève les bras à nouveau en V, l'hélicoptère passe à 50 mètres, même pas au-dessus de moi, et ils m'ont pas vu. Bon. Et la tempête arrive, le rouleau compresseur de la tempête arrive, une tempête terrible qui va durer 6 jours. Donc qu'est-ce que je fais? Je suis au bout, j'en peux plus, je creuse un trou dans la neige, là c'est le bout de cette espèce de plateau que vous avez dans la face sud des Grandes Jorasses, juste en dessous du sommet. Vous avez les rochers du reposoir là, et vous avez ce plateau qui est là, et après il y a une cascade de sérac, et après on rejoint pour aller à Bocalat. Donc je m'installe là, et je creuse un trou, et voilà, et j'attends. La nuit passe, le lendemain, la neige est là, il tombe de la neige, de la neige, de la neige, de la neige. Donc j'ai plus qu'à manger des boules de neige, il me reste que 2-3 biscuits et quelques morceaux de sucre, et voilà. Et ça va durer 6 jours. 6 jours d'attente, avec une avalanche qui à un moment donné va me recouvrir, une quantité de neige impressionnante. 6e jour, c'est là que c'est bien d'être schizo, dans la nuit, il y a une voix qui me dit « Prépare-toi, on vient te chercher ». Il devait être, je sais pas, 1h du matin ou 2h du matin, j'en sais rien. Je me dis « Prépare-toi, prépare-toi ». Ben, oui, seulement pour, quand on est épuisé complètement, eh bien, pour sortir de son duvet, de son duvet, j'avais même pas de duvet, j'avais qu'un sursac et de sa toile de tente, ça me prend des heures. Et vers 10h du matin, je suis enfin sorti, j'étais complètement recouvert par la neige, j'étais complètement fouillé, c'est ce qui m'a peut-être protégé d'ailleurs. Et je sors comme ça de ce trou. Juste quand j'ai les bras dehors comme ça, l'hélicoptère est devant moi et je suis à la limite des nuages. C'est un miracle. C'est-à-dire que les nuages auraient été 20 mètres plus haut, l'hélicoptère passait, il ne me voyait pas. L'hélicoptère passait trop tard, les nuages allaient me recouvrir à nouveau. Donc c'est un hasard. Juste à ce moment-là où l'hélicoptère passe, je suis à la limite des nuages. Vous voyez, je les voyais devant moi là, tac, j'aurais presque pu marcher sur les nuages. Et je sortais de mon trou de neige. Et le pilote, là, cette fois, me voit. Donc il me récupère. Et je fais 27 degrés de température. Ça fait 3 jours que je suis en hypothermie complète. Donc c'était un truc de fou, à 22 ans, de supporter ça. C'est vraiment été très dur. Très dur. Il m'a fallu 1 an pour m'en remettre, avec des gelures, des trucs, enfin ça. C'était un calvaire. Et puis voilà, donc une année se passe, le temps de récupérer du linceul, et de nouveau la passion des grandes faces nord recommence. On est en janvier 77. J'amène des clients américains qui veulent découvrir l'alpinisme hivernal un peu partout, dans les Alpes. On se fait quelques ascensions en hiver, ça leur plaît, ils sont enchantés. Puis je leur dis, tiens, on pourrait se faire le Cervin en hiver. Donc je les amène à Zermatt. On va faire le Cervin, on commence. Et puis là, en plein milieu, ils me disent, non, ça ne nous va pas. C'est trop dur, on est fatigué, on préfère redescendre. Bon, je dis, pas de problème, on descend. Et je leur dis, moi j'ai envie de me le faire la face nord en solo, de la tenter. Donc je vais vous dire au revoir là, et puis moi je vais continuer, demain je remonte et je me tente la face nord du Cervin en solo. Et les Américains ne vont pas partir, ils vont se dire, c'est quand même un peu fou ce qu'il va faire, donc on va rester, on va voir si jamais il n'a pas besoin. Et là, donc je commence mon ascension. Donc ça fait 1 an seulement qu'il s'est passé l'histoire du linceul. J'ai encore des traces, des gelures et tout au pied et tout, mais bon. Je commence cette face nord et 1 jour, 2 jours, j'arrive au niveau de... Vous avez la rampe, vous avez la première partie de neige, vous avez la rampe, là il y a une traversée. J'arrive à ce niveau-là et pam, zoumaï la tempête. Une tempête terrible, avec des rafales de vent, c'est complètement fou. Et donc je me dis mince. Donc je dis je peux pas... En fait, là, maintenant, avec l'expérience, j'aurais dû sortir vers le sommet, tant pis. Parce que là, je me suis lancé, je me dis, ben, je vais essayer de rejoindre l'arête du Orly, tout droit par des cheminées. C'est bien casse-cou. Hein. Je me suis retrouvé dans des murs verticaux. Bref, bon, je m'en sors. J'arrive à l'épaule, un peu plus haut que 4000. Et là, je redescends direct par la face est. Donc j'ai échoué de peu pour la face nord du Cervin.
pour cette première hivernale en solo de la voie Schmitt. Donc je redescends, les Américains sont là, ils me sont très contents de me voir revenir et tout, voilà. Et donc je rentre et j'ai de nouveau des gelures. Parce que cette tempête, et puis comme les gelures linceul étaient mal consolidées, d'être reparti aussitôt, bon. Et en février, j'apprends qu'un japonais, Tsuneo Hasegawa, vient de réussir cette première. Ça me fait beaucoup plaisir pour lui, parce que c'est un homme extraordinaire, ce Tsuneo. Et il s'est pris la tempête au même endroit que moi. Sauf que lui, il a dit, bon, ben j'attends. Il est monté, on avait fait à peu près les mêmes horaires, j'ai regardé dans ce qu'il avait fait, les mêmes bivouacs à peu près aux mêmes endroits, parce qu'on utilisait le même matériel, on était dans cette époque où on s'assurait, on faisait 3 fois les passages, on équipait, on redescendait chercher le sac, on remontait, donc ça prenait beaucoup plus de temps. On ne se lançait pas comme des kamikazes, comme ça, rien que sur les piolets. D'abord parce que les piolets n'étaient pas aussi sûrs que maintenant, et puis parce que, voilà, c'était une autre époque. Donc on était à peu près pareil dans les horaires, sauf que lui, il décide de rester, d'attendre. Peut-être qu'il a des meilleures informations. Et donc il passe une nuit à cet endroit où il faut traverser sur la droite pour rejoindre la partie terminale. Il fait à peu près 40 mètres seulement. Le lendemain, il attend, il rebivouaque à nouveau, et après le lendemain, il termine. Donc il fait la première hivernale solitaire de la façon du Cervin. Je suis très content pour lui, et donc je me dis, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant, parce que... Et là, tout à coup, ça me vient cette idée de tenter la première trilogie, la première ascension des 3 grandes faces nord des Alpes en solo et dans le même hiver. Voilà, et de me lancer. Hein, je me dis, c'est quand même un projet à l'époque qui est d'un niveau de difficulté jamais atteint. Bonatti et des maisons ne l'ont pas fait. Même pas en hiver. Même pas en solo en été. Donc là, y aller en hiver, en solo et tout dans le même hiver, c'est un peu... Donc je me dis, j'ai besoin de la protection. C'est l'avantage d'être schizo. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas que des solutions techniques par l'entraînement, des solutions physiques, matérielles. On cherche des choses invisibles. Donc je me dis, je vais au sommet du Mont Olympe, je vais prier les dieux du Mont Olympe, je vais dire, voilà, mon projet c'est ça, dans l'esprit d'Achille, aidez-moi. Si ça vous plaît, aidez-moi. Et effectivement, il s'est passé des choses extraordinaires au sommet du Mont Olympe. J'ai bivouaqué tout seul sur la pointe Mythicas. On est en octobre 77. Et il s'est passé des choses extraordinaires. Et effectivement, je me suis senti protégé. Il ne peut plus rien m'arriver. J'ai la protection des dieux de l'Olympe. Je vais faire cette trilogie, ces 3 derniers problèmes des Alpes, en hiver et en solo. Et donc, dès le premier jour de l'hiver, le 21 décembre, j'attaque par le Cervin. Je connaissais la voie, donc là, je ne perds plus de temps à faire 3 fois les longueurs. Je monte en solo direct, je double une cordée d'alpinistes écossais, qui sont 4, je les double, et j'arrive en haut, au sommet, en 9 heures. Ce qui, à l'époque, était déjà un très très bon horaire. Voilà, je bivouaque sous le sommet, et je redescends le lendemain. Premier jour de l'hiver, le 21 décembre 77. Bon, voilà, je rentre à Chamonix, tout content. Puis je me dis, j'aimerais bien partir dans la foulée aussitôt pour les Grandes Jorasses. Je me sens en super forme. Sauf qu'il ne fait pas très beau. Donc on arrive début janvier. Et là, il y a une petite fenêtre d'un jour ou deux. Je dis, allez, tant pis, j'y vais. Hop, je tente l'éperon Croze. L'éperon de Peter Zemayer de 1935. L'éperon central. Donc voilà, je pars, je descends avec Patrice Baudin et une américaine, Nancy, et il m'accompagne au pied, puis après je reste tout seul. Et le lendemain, j'attaque. Paf, le premier tour, deuxième tour, voilà, je passe. J'arrive dans la partie supérieure, le temps n'est pas très sûr, j'arrive au sommet, boum, 2 jours, je redescends aussitôt côté italien. Là, je suis en pleine nuit, je ne trouve pas le refuge, parce qu'on n'y voit rien, et puis le refuge, on arrive sur le toit en fait. Donc je bivouaque où je peux, et le lendemain, j'arrive à Plampaincieux, grand beau temps. Et ça, c'est un coup de bol, parce que, en fait, le beau temps n'allait pas durer. Dans la nuit, il est tombé 1 mètre de neige. Donc je suis passé in extremis, juste après une chute de neige, et juste avant la suivante, en 3 jours et demi.
Voilà, tout compris avec la descente de la Vallée Blanche et la descente sur l'Italie. Et ça a été vite et ça a été une belle, très très belle ascension, sans problème, sans difficulté particulière, voilà. C'est pas très très dur, c'est très joli, c'est esthétique, cette éperon creuse, c'est une très belle voie. Voilà, donc après, je me dis, il ne reste plus que l'Eger. J'en ai déjà fait 2, il reste l'Eger. Sauf que l'Eger, ben, le mauvais temps s'est installé, et il neige, tout janvier, tout février, mauvais temps. On arrive début mars, paf, de nouveau le temps se met au bout. Donc on part pour Grindelwald. Et là, il y a des quantités de neige énormes, et j'attaque aussitôt. Sauf que le même japonais, Tsuneo Hasegawa, a le même projet que moi. C'est ça qui est intéressant dans la montagne, ou même dans d'autres domaines comme les découvertes scientifiques, c'est qu'il peut y avoir plusieurs personnes qui suivent la même idée en même temps, et qui viennent de mondes, là c'est un japonais, qui viennent de mondes différents, de cultures différentes, qui ne se sont pas parlé, qui ne se sont pas rencontrés, et qui ont le même envie, le même projet, pratiquement en même temps. Donc, ben, comme là, il y a cette fenêtre de beau temps, le japonais est dans l'Eger. Il est parti depuis 4 jours, quand j'attaque. Et puis en plus, il y a des militaires français, l'équipe de Marmier, qui fait la directe ici, Marling. Donc j'attaque, voilà, pas de problème, premier névé, deuxième névé, tac, la rampe, pas de problème, pas de souci, j'arrive, l'araignée, les filles sont sorties. Là, à la fin, je me prends un énorme gadin, 40 mètres de chute, boum, parce que j'étais mal réveillé, mes crampons étaient un peu usés, il y avait de la neige qui cachait de la glace, qui était dessous, de la glace très dure, et tout a cassé. J'étais une espèce de traversée sur une corniche, là, avec de la neige instable, sur de la glace noire. Et mes crampons ont carrément ripé sur la glace, impossible de s'arrêter. Et ça aurait pu très mal se terminer, mais heureusement qu'on faisait cette technique qui consistait à s'auto-assurer, à faire 3 fois les longueurs. En fait, les gueurs, on le fait 3 fois. On le fait 2 fois la montée, 1 fois la descente, chaque fois, pour aller récupérer le sac. Mais c'est une sécurité, là je l'ai vu, ça m'a sauvé la vie. Ma corde était attachée, c'était des vieux pitons qui avaient dû être plantés dans les années 50, ou qui avaient déjà peut-être 20 ou 30 ans d'existence, mais qui ont tenu le choc. Et je sors donc au sommet, juste un jour après Hasegawa, qui lui a pris une tempête au milieu, un petit peu, et qui a été retardée, donc je sors juste après lui. Et quand j'arrive en bas, Grindelwald m'a dit, ben, tu sais, il y a un japonais qui vient de faire la première juste avant toi. J'ai dit, ben oui, ben, c'est Hasegawa, voilà, mais lui, il n'a pas fait la Walker, donc moi j'ai terminé la trilogie à ce moment-là, j'ai fait tout dans le même hiver, et lui, il en a fait, comme il venait du Japon, il en faisait une par hiver. En 77, il avait fait le Cervin, 78, il fait les Gers, 79, il va à la Walker, il fait la première en solo de la Walker. Ah, excusez-moi. Et donc, voilà, donc avec Hasegawa, il y a eu cette compétition très amicale, sans jamais se rencontrer. Et on s'est retrouvés après la Concagua. C'est-à-dire que la suite logique après la trilogie, on s'est dit, ben on va tenter des 7000. Et donc la Concagua nous tendait les bras. J'ai fait la première en solo en été. C'est l'hiver là-bas, mais c'est l'hiver pour nous, mais c'est l'été là-bas. Donc j'ai fait la première en solo de la face sud, 3000 mètres de paroi, c'est pas mal. C'est long, c'est difficile. C'est magnifique. 4 jours, à peu près, 3 jours et demi. Et Hasegawa va faire la première hivernale en solo de la face sud. Donc on se suivait encore. Après, on a tenté les 8000 en hiver. Et c'est là où moi j'ai arrêté. J'ai tenté le Makalu en hiver en solo par le pilier ouest. Il a pris par la voie normale, là où est mort la faille. Et c'est intéressant, c'est là où c'est intéressant d'être schizo, parce que les voix m'ont envoyé des messages très clairs en me disant stop, il faut que tu arrêtes. Donc j'ai écouté les messages et j'ai arrêté. Après, voilà, je me suis sorti de l'extrême et j'ai continué à faire le métier de guide, quelques petites premières de temps en temps, comme un rêve éphémère au Grand Joras, ou des trucs comme ça, mais je ne me suis plus jamais lancé vraiment dans l'extrême comme avant. Et ça a été très dur de décrocher. C'était presque plus dur de décrocher que de... Parce que ça vous aspire, hein, vous avez toujours envie d'aller faire plus dur, plus loin, plus haut, et voilà.